C'est quoi Ouais, tu mets un super personnage féminin dans un super film. Wonder Woman. Mary Poppins. Ouais, enfin, une bonne performance d'actrice, je veux dire. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais pu s'en empêcher dès qu'on lui donne de la petite ville du Midwest, un poil d'Americana, un soupçon d'ambiance polar, une belle poignée de gueule forte du cinéma d'aujourd'hui. Tout de suite notre intérêt s'allume et on a très vite envie d'en savoir plus. C'est donc avec cette petite flamme en plus que nous nous sommes intéressés à Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Superbe titre VF, il faut bien le dire, ils se sont bien défoncés là-dessus. En vrai en VO ça s'appelle Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et aussi ils sont trois pour en parler autour de la table à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Salut, bonne année. Bonne année. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Je précise que c'est pas la première émission de l'année, donc du coup ça marche pas du tout le bonne année, mais c'est pas grave. Merci quand même Daniel. Voilà, jusqu'à fin janvier on a droit. C'est nos ciné épisode 117 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Parce qu'on les enregistre pas dans l'ordre toujours, donc il est un peu perdu Daniel, mais je comprends. Non, comprends. c'est ton premier de l'année. C'est ton premier de l'année. Ouais, comme tout le monde. On est toujours en direct. Toujours. C'est le nouvel en russe. C'est ça. Three Billboards. Donc, on va se contenter de la version courte du titre. Ce sera plus simple pour tout le monde. Three Billboards, c'est l'histoire d'une mère, Mildred, jouée par Frances McDormand. Mildred, un poil désespérée pour cause. Voilà 7 mois que sa fille a été assassinée et l'enquête sur sa mort n'avance pas. Considérant que la police locale n'en faut pas une rame, elle prend une décision radicale et squatte 3 panneaux routiers à la sortie de sa ville d'Ebbing dans le Missouri, sur lesquels elle inscrit des messages interpellant directement le chef des flics du coin, William Willoughby, qu'incarne le toujours impeccable Woody Harrelson, qui va le prendre assez mal, tout comme l'officier Dixon alias Sam Rockwell. Et tout ça évidemment va un peu dégénérer. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right? Or anus? I think I'll be all right then. Derrière la caméra pour ce Three Billboards, c'est Martin McDonagh, à qui on doit notamment In Bruges, qui à l'époque avait connu son petit succès d'estime. Votre verdict sur ce Three Billboards, chers amis? Stéphane, tiens. Bon, moi j'aime pas trop déjà les films de Martin McDonagh à la base. Il est pas seulement réalisateur, il est scénariste aussi sur ce coup-là. Ce qui me faisait un petit peu rentrer dans la salle avec à reculons parce que j'aime pas trop en fait les films avec des personnages qui sont stupides, mais profondément stupides, et en fait on compte sur eux pour que les spectateurs se gaudriolent un bon coup, quoi. Ce qui est un peu le problème de Bruges, je trouve, et de cette psychopathe que j'ai même pas réussi à finir tellement les mecs m'insupportaient, quoi. Et j'ai l'impression de revenir à une époque de sous-Tarantina des années 90 qui ne m'avait absolument pas manqué. Donc voilà. Et donc là je suis rentré en me disant le pitch pourquoi pas, l'actrice elle est super, et c'est ce que j'ai eu. Maintenant, je dirais qu'il y a un énorme plaisir à voir Frances McDormand interpréter ce personnage de matriarche badass, tu vois, qui pète la gueule au premier qui se met en travers de son chemin, en fait, ou qui prend parti, on va dire, dans son combat, contre son combat. Et pour le shérif en question dont tu parlais, le personnage de Woody Harrelson. Donc ça c'est génial. Enfin, il y a plein de moments comme ça. C'est le film en regorge, et je pense que c'est ce qui emporte l'adhésion, parce que c'est un film qui est assez apprécié pour l'instant aux États-Unis par la critique et tout ça. Et vraiment, elle fait le show, quoi. Elle est vraiment super, quoi. Donc c'est assez plaisant à voir. Maintenant, le problème que j'ai avec le film, c'est déjà un problème entre guillemets d'écriture, c'est-à-dire que si elle n'était pas là en fait pour vendre ce personnage encore plus que de raison, le scénar le ferait pas à sa place, en fait. C'est un peu le problème que j'ai, c'est-à-dire que par exemple, en fait, la relation à sa fille, c'est un flashback balancé un peu à l'emporte-pièce et qui est un petit peu grossi avec ce qui est mis en avant, c'est-à-dire que c'est un peu thèse, antithèse, synthèse, bam, on vous fout on vous explique pourquoi, en fait, quelle était sa relation avec sa fille, quoi. Et en gros, elle s'entendait pas particulièrement, mais c'est pas très grave, en fait, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est une écriture assez grossière, quoi. Il y a quand même un petit peu les travers de Bruges et de cette psychopathe avec un ou deux personnages qui sont vraiment cons comme leurs pieds, notamment Sam Rockwell, même s'il s'offre une certaine rédemption. Et après, moi, le problème que j'ai global avec le film, c'est que c'est pas un film déplaisant à regarder, c'est même un film qui est assez, surprenant par moments. Mais globalement, en fait, en réfléchissant au film, en venant ici pour l'émission, je me disais c'est un film qu'on peut
dont on peut complètement retirer, les éléments de mise en scène. Et en tirer une pièce en fait de théâtre sans problème. En fait, on garderait l'essentiel du film. Et ce qui fait que pour moi, c'est plus tellement un film quoi, de cinéma. Quoi. C'est vraiment une histoire qui se suit certes avec un certain plaisir, qui est bien mieux, moi je trouve, que Bruges et cette psychopathe, mais qui reste malgré tout un peu plan-plan en fait dans sa mise en scène, dans sa façon d'aborder le truc. Il est dramaturge à la base. Il a travaillé pour le théâtre, il a écrit pas mal de pièces. Oui, je crois qu'il n'était pas renseigné. C'est très important pour lui. Voilà. Le côté théâtre. Mais c'est un peu comme Sam Mendes, on va dire. C'est-à-dire que j'ai fait exactement la même réflexion, mais pareil, encore une fois, à l'époque, sans savoir qui était Sam Mendes, quand j'ai vu American Beauty, c'est-à-dire je me suis dit, ok, d'accord, mais en fait, on peut littéralement défaire la mise en scène du film. Et ça se passe dans une baraque, dans un canapé, dans un tel décor, etc. etc. Et voilà, après, t'as pas que elle, hein. Woody Harrelson, c'est un joli personnage tragique aussi, il y a quelque chose, mais c'est pareil, en fait, c'est lourd. C'est la façon dont ça tourne autour de je vais essayer de pas spoiler, peut-être que mes camarades le feront, quoi. Mais la façon dont ça tourne autour de son dilemme, en fait, leur relation est intéressante, elle fonctionne plutôt bien. Et puis, je veux dire, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, finalement, eux s'entendent bien par rapport aux rancœurs que ça fait ressortir ça génère dans la ville. Mais après, le problème, c'est que voilà, en fait, chaque personnage pris à part, en fait, ils ont des fois dans les arcs, en fait, des lourdeurs d'écriture, et de mise en place, en fait, de certaines situations qui sont voilà. Et après, l'autre truc, c'est que tu parles d'ambiance polar, tu parles d'un peu comme ça. Faut peut-être préciser que c'est pas vraiment ça, c'est vraiment un drame, hein, le film. Hein. On peut penser un petit peu aux frères Cohen parce qu'elle est là, on peut par une certaine description de certains personnages, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un drame. Hein. Si les gens s'attendent au panneau de la vengeance, les panneaux de la vengeance. S'ils attendent ce titre en disant c'est un Steven Seagal, on y va. Non. C'est pas ça. Vous allez être dessus. Vite. Et en même temps, il y a quelques morceaux de bravoure, quand même, notamment à un moment, il y a un incendie, enfin, sans trop en dévoiler, et avec une scène assez bien construite et assez bien mise en scène. En fait, bien qu'il soit dramaturge, il y a quand même des idées de mise en scène et de la manière dont il y a un passage à table en plan séquence, mais en fait, je l'ai trouvé pourri le plan séquence. J'aurais pu le faire en 10 plans, ça aurait été pareil. En tout cas, je trouve que c'était pas un morceau musical par-dessus. Il réfléchit un minimum où il met la caméra, et il y a un certain nombre d'idées de mise en scène qui sont pas mal. Moi, il y a un truc qui me séduit dans ce film et qui m'avait déjà plu dans Bon baiser de Bruges, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une forme d'étrangeté, une sorte de dysfonctionnement qu'on peut voir comme des problèmes de scénario, et notamment il y a un certain nombre de cas de trucs pas vraiment logiques, ou de choix de personnages qui sont difficiles à expliquer, et qui, je sais pas pourquoi, ailleurs ça pourrait me gêner, mais moi ça réussit en fait à me surprendre, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu à côté, et les personnages, c'est un vrai film de personnages, et c'est même, je dirais, un film de rôle. Et c'est pour ça qu'on vante les qualités des trois acteurs principaux dans ce film. Et Frances McDormand, moi je trouve elle est extraordinaire. C'est même le bout audio là qu'on a écouté au début de l'émission. Moi, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est pas une nouvelle, hein, Frances McDormand, on sait de quoi elle est capable. Mais... Et le rôle est bon, hein. Enfin, en fait, elle le vend vraiment bien. Il y a aussi ça, c'est fait pour elle, c'est taillé pour elle, ça se voit. C'est intéressant d'ailleurs, parce que j'ai lu sur Wikipédia qu'elle devait, quand elle a été contactée pour le rôle, elle voulait être la grand-mère, en disant j'ai plus l'âge de jouer juste une mère, et lui plus Joel Cohen, pardon, qui est son mari. Donc la filiation avec les Cohen est quand même réelle, et on peut y penser, et aussi dans cette logique de film de personnage. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de la convaincre, parce que c'est clair qu'elle apporte quelque chose d'incroyable au film, mais je trouve que ce fonctionnement et la manière dont les personnages réagissent, pour moi, est pas juste lié à une question de stupidité, mais à un truc justement qui défait un peu les codes du cinéma, et les codes du polar, et les codes du film de vengeance, qui du coup réussit à surprendre. C'est-à-dire que
on pourrait en plus être dans un truc assez balisé, à la fois dans les genres que j'ai cités et à la fois aussi si on repense à ce que font les Cohen avec ce type de sujet. Et en fait, à chaque fois, il y a un petit pas de côté, il y a un truc, et il se passe parfois des trucs, mais on se dit, mais quoi ? Pourquoi ça ? Et moi, ça fait plutôt partie des trucs qui arrivent à me conquérir. Daniel, toi, t'es beaucoup plus mitigé, je crois. Alors, c'est ça qui est très bizarre avec ce film, c'est que ce film me hante et il me pose des questions. Carrément. Ah non, vraiment, c'est un film sur lequel il y a vraiment Wonder Woman. beaucoup de réflexions, comme tout ce que tu veux. Il y a un vrai problème dans ce film et je suis ressorti du film plutôt emballé et puis je me suis mis à réfléchir au spectacle qu'on nous a donné et à réfléchir à tous les problèmes de narration et surtout de vraie écriture. Tu en parlais, Stéphane. Il y a un vrai problème en termes des personnages. J'étais sorti en me disant putain, j'ai quand même vu un très honnête spectacle c'est des frères Cohen, donc les frères Cohen bis, tu vois, sous frères Cohen, et en fait finalement c'est vraiment du sous Tarantino, et là t'as totalement raison, Stéphane. Plus sur les deux précédents. Moi, sur celui-là c'est quand même. Moi je pense pas à Tarantino. Moi, en fait, dans le côté sous Cohen entre guillemets, sans que ça soit trop péjoratif, je trouve que ça me fait penser à ce qui est fait avec la série Fargo, qui reprend les codes, le ton et un certain nombre de choses de l'univers des Cohen pour en faire quelque chose de quand même assez différent. Moi, je le place plutôt dans cette univers. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi ce film me pose problème. Parce qu'il donne, par exemple, un personnage qui est complètement rédhibitoire, un personnage qui n'existe dans l'histoire que en étant montré du doigt par tout le monde comme étant c'est le flic qui est à la fois un tortionnaire. On apprend Sam Rockwell, on apprend qu'il a tabassé des noirs, on apprend qu'il a tabassé des gens, enfin vraiment c'est le mec débectable, et c'est de tous les personnages du film, c'est celui qui a un arc de rédemption. Et je me suis dit merde, c'est quand même gonflé d'essayer de te donner de l'émotion dans un mec qui est complètement il est vraiment perdu, et en termes d'une ellipse magique, parce qu'il y a vraiment à la limite de la fable, on t'en fait presque un gentil à la fin, et en fait l'idée même de filer un acte de rédemption à ce personnage mais assez débectable, et je pense que ça va être préjudiciable d'ailleurs au sort du film, puisqu'on le parle en tant que favori des Oscars, ça va être un peu son point faible, et tous les personnages du coup on commence à avoir des moralités très bizarres et injustifiées. On est censé apprécier on l'a tous dit, McDormand, elle joue extraordinairement bien, mais elle joue quelqu'un qui a faux dès la première minute, et on le sait, elle publie des affiches à alpaguant le flic, et au fur et à mesure, et ça on l'apprend, je ne spoil rien, on l'apprend dès les premières minutes, on apprend que le flic qui est l'alpague est malade en fait. Donc du coup ça fait d'elle déjà quelqu'un de mauvais, et narrativement tu as du mal à t'engager quoi. Moi je dirais égocentrique, mais le truc c'est que justement en fait malgré tout ce que j'ai pu dire sur le manque de finesse d'écriture, ce qui est vrai pour moi en fait avec ce personnage, c'est que elle est aussi mise en face de ses contradictions par les personnages. Les mecs lui disent, n'arrête pas de lui dire, il va crever, t'es en train de faire une saloperie, et elle est là en train de dire, ouais mais je m'en fous, vous avez laissé crever ma petite fille, vous avez pas réglé le truc, tu vois. Et donc en fait il y a une logique égocentrique qui est pure, mais qui, comment dire, tous écrits de manière mais tellement monocorde quoi. J'adore Woody Harrelson, il est super, il est vraiment super dans son rôle. J'adore, en fait je suis très Woody Harrelson sexuel, j'adore je regarde tous les films avec Woody Harrelson. Il joue un mec mais à vraiment une octave quoi. Vraiment il y a rien du tout, son personnage il est monodimensionnel. Sam Rockwell dans son espèce de proto-nazisme. D'ailleurs comment ce flic peut avoir un mec comme Sam Rockwell? D'ailleurs presque tout est excusé sous le ton de la vanne, genre à un moment on lui dit mais vous avez fait torturer des noirs, il fait non, ce ne sont que des supputations, et ça c'est justement une blague dans le film, et le film essaye de faire de la vanne sur des trucs raciaux, sur la torture. Justement, c'est là-dessus que je trouve que le film est drôle et décalé et intéressant. C'est que justement sur ça, il y a ce dialogue où il dit mais toi t'es un flic, tu tabasses des noirs, et il dit non, on dit je tabasse des gens de couleur, et ce truc pour moi est hyper pertinent, hyper risqué,
parce qu'effectivement, selon ta perception du tabassage de noir, effectivement. En fait, dans un Hollywood qui lave ses films plus blancs que blancs pour être exactement cocher tous les critères de la moralité live de 2017 et maintenant de 2018, etc. Je trouve que un film qui fait parfois ses pas de côté et remet en question justement les grilles de moralité, moi au contraire je reproche pas ça, parce que justement c'est ça qui étonne et c'est ça qui fait se poser des questions. D'autant que dans la rédemption du personnage, le personnage dit clairement que c'est un connard, en fait, il s'en rend vraiment compte au bout d'un moment. Mais au-delà de ça, là on est dans des espèces de grilles morales où pour moi, en fait, si tu veux, comme c'est une fiction, ils ont pas vraiment tabassé des noirs, hein, c'est pour faire semblant pour le cinéma, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Et il y a le fameux commissaire, et il y a celui qui joue Lester Freeman de The Wire qui arrive comme une espèce de aura morale pour dire ça y est, maintenant c'est fini les conneries. Mais c'est vraiment moi ça. Il arrive pas comme une aura morale, il arrive. Il y a un effet comique dans son arrivée. Il y a un truc qui est aussi un décalage. Je suis totalement partisan pour le voir plus au cinéma, hein. Mais c'est juste qu'il est. Moi, c'est pas cette problématique morale en fait qui m'intéresse dans le film, parce que je m'en fiche en fait dans ce genre de truc. J'aimerais même au contraire qu'on revienne à un cinéma qui s'embarrasse pas de ce genre de pensée unique actuelle, tu vois. J'aimerais vraiment qu'on revienne à un truc où on peut écrire, mais bien, hein, pas forcément là comme c'est fait là, tu vois, mais bien en fait, si tu veux, des personnages qui sont vraiment borderline, quoi. Et le truc, c'est que du coup, tu te retrouves avec certaines touches d'émotion. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand les personnages renvoient, par exemple, à Mildred, en l'occurrence son ex-mari, qui est quand même aussi un connard, quoi. Enfin, en gros, qui s'est pas occupé de ses gosses, qui a l'air de passer outre la mort de sa fille, si tu veux, et qui la traite de faux folle parce qu'en gros, qu'il a tabassé, et tout simplement, qui lui dit de toute façon, t'étais une faux folle et c'est tout. Et elle lui donnait plus ou moins raison, entre guillemets, si tu veux, c'est-à-dire. Et surtout, il sort avec une nana de 19 ans, donc tu dis, putain, c'est la prochaine sur la liste. C'est dans ce genre de truc que je trouve que le film peut gagner des points, c'est-à-dire que par exemple, t'as le personnage du flic, justement de Sam Rockwell, ou sa mère, qui est quand même un espèce de gros morceau de redneck là, bien coupé dans la viande. Aucune forme de subtilité. Voilà, et qui d'un seul, en fait, quand le mec rentre avec la gueule en sang, en fait, d'un seul coup, mon bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, etc. C'est un truc que tu t'attendrais absolument pas de la part de ce type de personnages, de ceux qui sont des clichés ambulants en fait dans les films. Hein, et ça fonctionne en fait. Tu te dis d'un seul coup, tiens, le personnage à ce moment-là, il existe vraiment. Ce personnage-là, le personnage du coup de comment il s'appelle, de Sam Rockwell, a été aimé, même si ça paraît pas évident quand tu vois sa mère du reste du film, quoi. Et voilà, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Mais malheureusement, je trouve, c'est éparse à droite à gauche comme ça. C'est un film qui est compliqué à aimer, ça, clairement. Et moi, il y a un truc aussi qui me plaît vraiment dans le film, c'est la conviction avec laquelle presque tout est traité. C'est-à-dire que si à un moment une scène comique doit être jouée, elle est jouée jusqu'au bout comme une scène comique, et les effets comiques sont timés et ça fonctionne. Et à l'inverse, si la vocation de la scène est d'avoir un climax dramatique, le truc est joué à fond et avec conviction. Et quand on est un peu entre les deux, on retrouve toujours cette même conviction. Il y a le personnage de Peter Dinklage que je trouve assez intéressant aussi, même s'il a un tout petit rôle. Et il y a un moment... Et ça permet de faire il y a une blague sur les nains. C'est des blagues de nains, c'est vraiment. Et en fait, vive les lignes morales. Mais il y a une scène où en fait il réussit à convaincre Frances McDormand de lui offrir un rencard, et ce rencard en gros se passe pas comme il voudrait, parce qu'en gros elle a aucune envie de finir avec lui. Et la manière dont est traité le personnage et dont est traitée la réaction du personnage, moi j'y crois, quoi. En fait j'ai l'impression d'avoir des personnages qui existent. Moi je vois le scénariste qui écrit là, c'est-à-dire que le problème que j'ai, c'est que le mec il lui dit clairement, en fait c'est un peu le même problème qu'on avait il y a quelques temps sur Le Grand Jeu, en fait, où d'un seul coup en fait tu vois le travail du scénariste qui est pas totalement incarné, c'est-à-dire que en gros c'est le même problème que j'ai avec le flashback avec la gamine, c'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup à ce moment-là le personnage se dit, bon, j'ai besoin de véhiculer cette idée-là, cette thématique-là, que cette nana est dégueulasse avec ce mec, et en gros le mec l'exprime clairement. C'est-à-dire, il lui dit à la fin, après avoir été totalement, à ses pieds en fait pendant toute la scène, en fait tout le film, quoi. Il lui dit, ah ouais, mais t'es qu'une sale égoïste avec moi. Tu dis que je suis pas un parti, mais c'est toi qui est pas le parti en fait, qui est pas un bon parti, quoi. Et du coup, tu te dis, bon bah c'est pas très fin en fait. C'est là où je trouve qu'on manque de finesse. Ouais, en fait. Je suis d'accord que c'est clairement, et c'était déjà le cas dans Bon baiser de Bruges, il y a un manque de finesse. Après, franchement, des films de ce niveau d'exigence, on en a pas toutes les semaines, quoi.
On en a eu à une époque où ça pouvait être plus que ça. C'est un film compliqué. C'est une bonne manière de conclure, mais avant de se quitter, on va quand même pas perdre nos bonnes habitudes, messieurs. On va envoyer notre habituelle salve de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans les univers proches de Three Billboards. Vous n'êtes pas obligés, vous le savez très bien, comme toujours. Daniel. Écoute, au début, je pensais recommander Fargo parce que clairement, c'est un des meilleurs films de tous les temps pour moi. Frances McDormand, extraordinaire, elle est parfaite. Mais en fait, comme je l'ai dit, je suis aussi amoureux de Woody Harrelson. Woody Harrelson, il fait quand même beaucoup il tourne beaucoup, mais c'est pas comme Nicolas Cage. Lui, au moins, il tourne des trucs de qualité. Et il a tourné un film qui s'appelle Edge of 17 et il est sorti en direct ou VOD en France. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une belle comédie teen movie. C'est un teen movie en fait sur le malaise d'une adolescente. Et lui, il joue le prof dégueulasse qui en a rien à battre, mais en fait, au fond, non, il a un grand cœur et tout ça. Mais c'est génial. Moi, je suis prêt à payer pour voir juste Woody Harrelson balancer des punchlines en fait. Donc Edge of 17, c'est vraiment un très chouette film, un beau film d'ado. Si vous êtes Harrelson sexuel comme Daniel, n'hésitez pas. Sinon, il y a la planète des singes 3 où il joue le méchant. C'est vrai. Il est encore plus monolithique que celui-là. Il est débile. Stéphane. Je t'échange une performance de Frances McDormand contre deux performances féminines, donc assez, impressionnantes. Ouais. Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, qui est aussi tiré d'une pièce de théâtre en fait, qui a cette logique-là. Et avec John Crawford et Bette Davis en fait, qui jouent deux sœurs qui se tirent la gueule en fait pendant 2h20. C'est un film, on parlait d'écriture, de finesse psychologique, en même temps de performance d'actrices complètement dingue et habitée, et de drame surpuissant quoi. Bah voilà, j'échange pas mon baril de Robert Aldrich contre Martin McDonagh, même si, encore une fois, parce qu'on a beaucoup tapé sur Three Billboards, plus que ce que je pensais avant de rentrer, ça reste, je trouve, un film, très très bien. Mitch recommandable. Mitch recommandable. Et David pour finir. Je rebondis là sur la reco de Steph avec un autre rôle. Tu m'as fait penser avec John Crawford pour un rôle féminin extraordinaire. Si vous l'avez jamais vu, il faut voir Johnny Guitar de Nicolas Ray. Et alors je voulais passer par Sam Rockwell pour faire une reco dans un univers complètement différent. C'est un film de science-fiction qui est sorti il y a quelques années, un peu. Je crois qu'il n'est même pas sorti en salle en France. C'est Moon de Duncan Jones, qui est le fils de David Bowie, tout à fait, et qui, je crois, prépare un nouveau film. Il devrait avoir son deuxième film. Il a fait Warcraft. Ah oui, merde. Alors, on a fait un autre avant, il a fait Source Code. Oubliez ce que je dis. Il prépare son deuxième film, enfin. Comment oublier les couilles d'orque. En plus, j'ai vu ces films. Bref, donc oubliez ça. Ne voyez pas les deux films entre temps. Enfin, Source Code, ça peut se regarder. Regardez Moon plutôt. Quoi. Voilà, c'est ça que tu veux nous dire. Je vous recommande de regarder Moon, qui est aussi une performance assez impressionnante de Sam Rockwell. C'est pas un film, ça va pas non plus, ça redéfinit pas non plus toute la science-fiction, mais voilà, pour ce que fait Sam Rockwell là-dedans, ça vaut le détour. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Julie à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun. My lady jump